Bonjour à tous et donc bienvenue à cette nouvelle séance de la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt, donc dédiée, comme vous le savez, à la robotique. Alors aujourd'hui, la séance, je l'ai intitulée Rouler, voler. Comme vous le savez, en robot, ça bouge. Alors il y en a qui roulent et il y en a qui volent. Alors moi, je vais vous parler de ceux qui roulent. Et puis, Nicolas Franceschini donc, vous fera le séminaire sur des insectes aux robots aériens. Alors, le choix que j'ai fait pour ce cours, que j'ai intitulé « Robotique mobile et non-autonomie, de la complexité de garer sa voiture », j'ai hésité à préparer ce cours parce que vous allez le voir, c'est un cours de maths. C'est un cours de maths, mais dont on va montrer deux théorèmes, de A à Z, on ne va pas tricher, on va vraiment les montrer. Et il faut en gros un niveau de formation mathématique de bac. Il faut savoir calculer la longueur d'un arc d'angle θ avec un rayon qui est égal à 1. Et il faut savoir, donc ça devrait aller, il faut savoir que pour une fonction qui est dérivable, cette fonction, c'est l'intégrale de sa dérivée. C'est raisonnable comme niveau mathématique. Bien, vous allez voir qu'à partir de ces deux ingrédients, on va démontrer un théorème qui vous permet de dire que pour garer sa voiture, vous savez, les Américains n'y arrivent pas. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des toutes petites places pour garer. Ils sont moins bons que nous. Nous, on sait très bien que du moment que la voiture passe, on doit pouvoir monter. Alors, on va essayer de prouver ça. Et puis, vous avez remarqué que plus l'espace entre les pare-chocs se réduit, plus il est difficile de se garer, et plus vous avez à manœuvrer. Bon, mais comment varie ce nombre de manœuvres? Eh bien, ça, c'est un problème donc, qui est très simple, mais c'est un problème de combinatoire. Combien faut-il de manœuvres? Combien donc, c'est typique, ça, c'est un problème d'algorithmique, on va dire, d'informatique. Eh bien, vous allez voir que pour répondre à cette question, on a besoin d'outils qui sont plus exactement de l'algorithmique, qui sont issus des mathématiques et en particulier de la géométrie différentielle. Allez, c'est parti. Donc, voici, pour commencer, le problème qu'on va aborder. Alors, ça, je l'ai tiré c'était le logo d'un projet européen qui date déjà, vous voyez, de 92 à 95, qui a été une merveilleuse aventure qui a réuni donc l'École normale supérieure à Paris, l'INARIA, l'UPC à Barcelone, l'Université La Sapienza de Rome, l'Université d'Utrecht. Alors là-dedans, vous avez des informaticiens comme Utrecht, aussi à l'INARIA. Vous avez des automaticiens comme l'Université La Sapienza et le groupe à Barcelone, des mathématiciens de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à côté, puis des roboticiens comme nous. Là, voilà, on a passé 3 années extrêmement productives pour montrer comment ces différents champs disciplinaires pouvaient converger sur des problèmes, semble-t-il, aussi simples que ça. Donc le théorème qu'on va montrer, c'est ça. C'est le nombre de manœuvres pour garer sa voiture varie comme l'inverse du carré de l'espace libre. Et j'espère avoir le temps de conclure par une analogie qu'il y a entre garer sa voiture et des analyses de physiologie qui ont été démarrées il y a très longtemps avec Étienne Jules Marais qui essayait de comprendre pourquoi les chats retombaient sur leurs pattes. Et si on a vraiment du temps, il me faudra 3-4 minutes. Je ne résisterai pas à la tentation pour ceux qui sont restés jusqu'au bout pour la démonstration mathématique. Vous aurez un petit cadeau, dans le sens où je vous lirai une toute petite nouvelle d'Alphonse Allais, un petit peu de mécanique, dans des œuvres, vous savez qu'Alphonse Allais a fait des œuvres Antumes, et donc dans le recueil 2 et 2 font 5, pardon, il a fait un compte-rendu de la séance, de la présentation de ces chronophotographies de Marais à l'Académie des sciences. Alors c'est un compte-rendu à la Alphonse Allais qui peut mériter d'être... Voilà, donc voilà le programme de la séance. Alors, ça, ce sont des images que vous avez déjà vues dans les précédents cours.
la notion d'espace des configurations, dans quel espace on travaille. Là, on va se placer dans un espace de déplacement, hein, c'est-à-dire pour situer un corps dans l'espace, que ce soit un homme qui marche ou une voiture qui roule, pour simplement la situer et dire où est-elle, hein, il vous faut 2 paramètres de position et un paramètre d'orientation. Bien. Alors, la particularité de la voiture, c'est qu'elle a des roues et qu'une roue, ça roule. Hein, ça roule. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi j'insiste solennellement pour dire qu'une roue roule? Parce qu'on oublie de dire que rouler n'est pas glisser. Hein? Alors, la contrainte de roulement sans glissement, c'est-à-dire, bien sûr, je ne vais pas envisager les dérapages contrôlés. Hein, une voiture roule, hein, simplement. Eh bien, alors, le fait d'écrire ça veut dire qu'une voiture ne peut pas se déplacer dans cette direction, c'est-à-dire une direction parallèle à l'essieu arrière. Hein. Donc, si vous prenez un point de repère ici, qui est le point de repère qui sera le milieu de l'axe des roues arrière, qui vous donne la position XY, et puis vous prenez l'orthogonale à cet essieu ici, qui vous donne la direction du véhicule. Eh bien, pour qu'une trajectoire soit admissible, il faut que cette trajectoire soit tangente à la direction du véhicule. Il faut que la tangente à cette trajectoire soit portée par la direction du véhicule. La tangente à cette trajectoire, rappelez-vous, c'est la dérivée de y sur la dérivée de x. Dérivée, ici on met des petits points. Hein. Dérivée de y sur la dérivée de x doit être égale au sinus sur le cosinus, à la tangente de θ. Bon, on n'aime pas trop les fractions, donc on va dire que ça va être x point sinus θ moins y point cosinus θ égale à 0. Hein, voilà. Oui, ça va là, jusque-là. Hein, hein. Bon. Donc voilà, alors là, on a une contrainte qui est une contrainte de roulement qui traduit la contrainte de roulement sans glissement et qui est ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors on va essayer de comprendre un petit peu la notion d'intégrabilité d'une équation différentielle. Hein, voilà. Alors là, je prends 2 exemples, donc mon fameux système là, que j'ai introduit qui va m'intéresser, puis j'en prends un autre qui m'amuse beaucoup, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, c'est une montre analogique. Hein, je n'aime pas trop les montres numériques, moi je préfère les analogiques, les questions d'habitude. Je ne vais pas m'intéresser à la trotteuse, hein, qui est en jaune, je m'intéresse simplement qu'à la petite aiguille et à la grande aiguille. Donc, elles ont 2 angles, hein, ce sont des aiguilles qui tournent, voilà, il y a 2 angles. Alors, vous allez voir tout à l'heure l'espace des configurations, pour ceux qui ont suivi les cours précédents, l'espace des configurations d'une montre, comme ça, avec 2 angles qui tournent, ça va faire très certainement, vous vous souvenez, un tort. Hein, on va y arriver. Hein, bon. Mais a priori, une montre qui est bien réglée est soumise à une équation différentielle qui dit que la vitesse de la petite aiguille est en principe 1 sur 12 fois la vitesse de la grande aiguille. C'est raisonnable. Bon, donc voilà. Donc là, on a 2 systèmes, hein, 2 systèmes qui sont régis par des équations différentielles qui sont ici. Alors, on va essayer de comprendre ce que signifie l'intégrabilité d'une équation différentielle. Alors, je vais prendre cet exemple-là, donc qui est très simple. Pourquoi? Parce que là, niveau terminal, hein, je vous ai dit même, c'est peut-être en première, on sait très bien que cette équation différentielle-là est intégrable, puisqu'on peut l'intégrer en disant que c'est x égale 1/12 de y plus y0. Mais très souvent, bon, alors très bien, on a su l'intégrer, mais quel sens physique ça a? Je vous ai dit que pour considérer les 2 angles ici de la montre, hein, que vous avez ici, il faut 2 angles. Et comment on range 2 angles dans un espace? Eh encore une fois, c'est 0 de pi, comme ça, croix 0 de pi, c'est donc sur un tore que ça se place. C'est-à-dire que cette heure-là, elle est indiquée par un certain point sur le tore, un point particulier. Alors le fait que ça soit intégrable, c'est que si vous partez de midi, voilà ce que ça donne si vous laissez passer la douzaine d'heures. Hein. Vous avez petit à petit les différentes positions de la montre, au fur et à mesure que le temps passe, s'enregistre sur le tore, et vous avez l'intuition de ce qui va se passer. Là, il est 6 heures, on passe à 7 heures, on va se dépêcher, 8 heures, voilà, on continue, c'est un petit peu laborieux. On voudrait quand même faire le tour du cadran des 12 heures. Mais qu'est-ce qui se passe?
hop, ça rejoint parfaitement le point de départ, ce qui est somme toute assez logique. Hein, c'est assez logique. C'est-à-dire que les deux angles qu'on doit ranger sur le tore, si vous partez de midi, l'espace accessible à partir de midi n'est pas toute la surface du tore, c'est tout simplement une variété, alors les mathématiciens parleront de variété, de dimension 1, c'est cette espèce de petit fil qui fait que si jamais vous acquérez une montre qui vous donne cette heure ici, ben vous pouvez la mettre à la poubelle parce que ce n'est pas une bonne heure. Hein, ça n'existe jamais, cette position. Vous voyez, c'est une position qui est hors de l'espace d'accessibilité du système. Hein. Aucune montre, ou si, encore une fois, si vous avez une montre comme ça, vous pouvez la mettre à la poubelle. Cette position-là n'est pas atteignable. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on va dire que l'équation différentielle qu'on avait ici, à l'origine, elle est intégrable, en ce sens que l'espace accessible est de dimension 1, alors que l'espace des configurations initiales dans lesquelles on s'était placé, le tore, est de dimension 2. La montre est un système qui est holonome. Et ce n'est pas le cas de la voiture. Alors, ce n'est pas le cas de la voiture, parce que maintenant, si je vous interroge en disant « est-ce que cette équation différentielle est intégrable ?» D'accord ? Bon, vous allez dire ça, je ne sais pas. Mais surtout, comme je dis très souvent à mes étudiants, et on s'en rend compte très rapidement, c'est que, est-ce qu'elle est intégrable ? La précédente, oui. La précédente, oui, elle était intégrable parce qu'on a su l'intégrer. Alors, mais celle-ci, est-ce qu'elle est intégrable ? Attention, ne concluez pas qu'elle n'est pas intégrable parce que vous ne savez pas l'intégrer. Vous feriez... Donc, ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, au fait ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est intégrable ? Hein, quel sens donner ? Et donc, il y a un sens géométrique ici qui est que vous êtes, on l'a vu, dans un espace de dimension 3, deux positions, une orientation. Hein ? Donc, dans un espace de dimension 3, vous avez une équation différentielle qui est là, et vous allez vous poser la même question que pour la montre. Est-ce que cette équation différentielle va m'empêcher d'aller partout ? D'accord ? C'est ça la vraie question de l'intégrabilité. Est-ce que je vais avoir une restriction sur les endroits où je peux aller ? Je sais que j'ai des restrictions sur les manières que je peux prendre pour aller quelque part. Mais est-ce que j'ai des réductions sur les endroits où je peux aller ? Eh bien, l'expérience montre que non, on n'a pas de restriction. Au volant d'une voiture, on peut aller où on veut s'il n'y a pas d'obstacle. S'il n'y a pas d'obstacle. Donc, on a bien une intuition que l'espace accessible est bien de dimension 3. Alors que l'espace des configurations est lui aussi de dimension 3, et là qu'on a une équation différentielle qui, précisément, n'est pas intégrable parce qu'elle ne réduit pas la dimension de l'espace accessible. La voiture est un système qui est non holonome. Bon, ceci dit, il va falloir le prouver, c'est ce qu'on va faire. On va prouver qu'avec une voiture, on peut aller où on veut. Alors, allons-y. Rentrons un petit peu dans les détails. Donc, voilà cette fameuse équation différentielle là, qui régit ça. Alors maintenant, on considère l'espace tangent, ou en ingénieur, on dira l'espace des vitesses autorisées. Donc vous voyez, ici, je considère toutes les dérivées. Il y en a 3, et qui vont pouvoir s'exprimer. Donc c'est un espace vectoriel avec une base. Tout ça, vous voyez, ce sont des termes quand même, niveau terminal, qu'on a vu, qu'on voit. Donc la vitesse du véhicule va être une combinaison linéaire de vecteurs de base. Alors là, je vous ai mis, par exemple, ici, alors on appellera ça un peu plus tard, vers la fin du cours, champ de vecteurs, c'est-à-dire des directions ici que vous pouvez aller en ligne droite avec une voiture, et puis vous pouvez tourner, et puis là, c'est un système formel, j'oublie la voiture, a priori, dans un système formel comme ça, on doit pouvoir se déplacer comme ça, se déplacer en crabe qui correspondrait à ça. Mais justement, précisément, pour la voiture, c'est interdit, ça. C'est ce qui est interdit. Parce que pourquoi c'est interdit ? Regardez, si vous preniez ici un x point égal à moins sinus θ, ça vous feriez ici du moins sinus carré. Moins le y point, vous le prenez égal à cosinus θ. Donc ça ferait du moins cosinus carré, vous savez bien que moins sinus carré, moins cosinus carré, ça fait 1, ça ne peut jamais faire 0. Donc ça, ce n'est pas autorisé pour la voiture. Donc il y a vraiment un truc qui tombe. Et puis, alors, soyons un peu plus pragmatiques, quand vous êtes au volant de votre voiture, je me mets au volant, vous avez l'accélérateur, le frein, mathématiquement, un tout petit peu d'abstraction,
le frein et l'accélérateur, c'est la même chose. Hein, c'est simplement positif-négatif. C'est la même. Bon. Et après, vous avez le volant. Donc, vous avez contrôlé la vitesse, vous contrôlez l'angle. Et après c'est le clignotant, l'autoradio, les essuie-glaces, et c'est tout. Hein, vous n'avez que 2 paramètres sur lesquels jouer pour contrôler le déplacement de votre voiture. Bien, c'est ce qui est exprimé ici. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de moteur pour faire ça. D'accord ? Donc voilà, là c'est la vision ingénieur, mais qui est parfaitement traduite de manière complètement naturelle à partir de cette équation différentielle. Bien, alors, c'est non holonome, mais on va prouver que, eh bien, malgré cette contrainte, malgré le fait qu'on agit que sur 2 paramètres de commande, on va pouvoir aller où on veut. Alors allons-y, théorème 1, d'accord, la voiture est non holonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, partant d'une configuration quelconque C, je peux toujours aller à l'origine. D'accord. Alors je réduis à l'origine, pourquoi? Parce que tout ça peut être transporté par des groupes de lits de déplacement sur une variété, en fait, etc. Bon, c'est raisonnable. Si vous pouvez le faire là, à l'origine, en partant de n'importe où, et en restant dans un voisinage de l'origine, on verra qu'il y a cette petite hypothèse, vous pouvez bien sûr généraliser ça à tous les points de l'espace. Bon, alors allons-y. Je ne vais être autorisé qu'à faire des lignes droites, des arcs de cercle, et puis je vais introduire, bon, c'est mon astuce, hein, je vais introduire une manœuvre qui a un sens très profond en géométrie différentielle, puisque cette manœuvre-là deviendra, en termes savants, le crochet de Lie des 2 champs de vecteurs qui sont ici et là. Hein, mais n'anticipons pas. Donc je fais une manœuvre très particulière qui consiste à faire un petit morceau en ligne droite d'une longueur tau. Tourner à gauche, comme ça, en marche avant d'une longueur tau, et ensuite reculer avec les mêmes longueurs et les mêmes longueurs ici. D'accord ? Alors, une première intuition là, de ça, parce que ça vous semble complètement naturel, mais si vous prenez 2 mouvements et leur opposé, hein, vous prenez ma main comme ça qui décrit en translation dans le plan, hein, je descends d'1 mètre, je vais 1 mètre sur votre gauche, je monte d'1 mètre et je reviens 1 mètre comme ça, je reviens à la même position. Hein, je vous le refais. Hein. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Je reviens à la même position. Alors regardez maintenant, miracle. J'avance d'1 mètre. Je tourne de 10 degrés. Je recule d'1 mètre et je tourne de 10 degrés dans l'autre sens. Ah oui, c'est bizarre, je ne suis pas à la même place. Tac, 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 c'est normal. Mais tac, tac. Hein? Là, on sent qu'il se passe des choses là, qu'on est en train de gagner des dimensions. Ben, c'est ce qu'on va essayer de mettre. Donc je prends ça là. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, cette astuce qui va devenir une astuce très profonde hein, mathématiquement, vous permet de vous déplacer en fait dans cette direction qui était la fameuse direction interdite. Alors allons-y. Comment faire ça de manière systématique? Vous partez d'une configuration quelconque. Eh bien, commencez par reculer en vous mettant à l'horizontale. D'accord? Donc ça, il suffit de décrire un arc de cercle. On va considérer que le rayon là, de gyration qu'on considère est égal à 1. Hein, un arc de cercle de longueur θ, précisément. Hein, puisque vous partez d'une configuration, on verra, qui est quelconque x, y, θ, vous faites un arc de cercle en marche arrière de longueur θ, vous arrivez ici horizontal, normal. Voilà. Alors à partir de là, vous allez utiliser cette manœuvre-là. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il est toujours possible de trouver une valeur de taux, donc ici taux 0, qui vous amène exactement sur cet axe-là. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, faites une ligne droite pour aller jusqu'à l'origine. D'accord? C'est toujours possible. Il faut, bien sûr, il ne faut pas qu'on soit à 3000 km de l'origine, hein, parce qu'avec un seul coup, on ne descendra pas. Il faut qu'on soit relativement près de l'origine. Hein. Mais ça, ce n'est pas grave, parce qu'après, on pourrait le faire de proche en proche ici. Donc, fondamentalement, vous voyez qu'on a utilisé une astuce, on a inventé un moteur. Là. Ce moteur-là sera le crochet de Lie de 2 champs de vecteurs précédents. Mais oublions les mots savants, c'est uniquement 2 petits segments de droite, 2 petits arcs de cercle, et c'est tout. Hein. Bien, donc on a démontré le premier théorème, c'est-à-dire partant de n'importe où, on peut toujours aller à l'origine. Donc la réciproque, c'est que partant de l'origine, on peut atteindre n'importe où, c'est-à-dire la dimension de l'espace accessible est bien 3.
Ce n'est pas comme la montre sur le tore où la dimension de l'espace accessible est réduite. Hein? Donc mon système, il est bien non holonome. Bien, deuxième théorème. Deuxième théorème, alors là, là il y a des formules. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire là? Alors, je considère la distance de l'origine au point C, hein, c'est-à-dire dans le transparent précédent, c'est quelle est la distance de l'origine au point C. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire la distance pour une voiture. C'est-à-dire quel est le plus court chemin. La distance, ça sera le plus court chemin pour aller de C à l'origine. C'est ça la meilleure définition de la distance. On sent bien que ça ne va pas être une distance euclidienne, racine carrée de x carré plus y carré plus du θ carré. Ça voudrait dire que la voiture glisse, puisque à ce moment-là, ça serait une ligne droite dans l'espace des configurations. Et la ligne droite dans l'espace des configurations, elle n'est pas autorisée. Hein? Donc, quelle est cette distance? Bon, alors, cette distance, elle existe sûrement. On va essayer de l'analyser. Alors, en mathématiques, bon, c'est une distance, vous le verrez après, qui est un petit peu exotique. On a eu le bonheur de la résoudre complètement, mais en général, on ne sait pas faire. Mais on va la trouver équivalente à ces distances. Ça, c'est d'autres distances qui ressemblent à ce qu'on appelle des distances de Manhattan, valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Mais il y a une non-homogénéisation des variables ici, puisqu'on voit apparaître un racine carrée sur le y. Et un truc. Bon, voilà, bien. Oubliez, on verra le sens de ce théorème. Hein. Là, pour l'instant, exercice de bac, hein, vous êtes dans les épreuves du bac, on vous demande de démontrer ça. Ça serait un petit peu difficile. Hein, pour un concours d'entrée à Polytechnique, peut-être. Pour l'exercice du bac, on est obligé de détailler. Alors, on va détailler. Première question, pour aider le candidat, donc, eh bien, démontrer la première partie. Bon. Hein, ce qui semble logique, on a une double inégalité, on va commencer à démontrer ça, puis après, on fera ça. Alors, l'idée de base est de dire, bon, je reprends ma stratégie précédente. La stratégie précédente, visiblement, c'est sûrement pas la meilleure pour aller à l'origine. Hein? Donc, le plus court chemin, il est nécessairement plus court que le chemin que j'ai construit. Ça va, ça? Hein? Bon, alors allons-y. Trouvons une estimation du chemin que j'ai construit. Alors, le chemin que j'ai construit, il est passé de C, on est passé à C1. Donc, on est passé de x, y, θ à un point C1 de coordonnées. Alors, lesquelles? Alors, c'est là où, normalement, si vous aviez un petit peu de temps, je vous laisse calculer les coordonnées de C1. Vous avez ici un arc de cercle de longueur θ, puisque ça doit annuler, vous voyez, on arrive à 0 ici pour C1. Donc, comment ça fait varier x et y? Alors, j'ai hésité à faire les démonstrations au tableau. Finalement, je vous ai préparé les transparents. C'est du tout cuit. Vous n'allez pas m'écouter, vous allez me faire confiance. X, il varie dans le x comme ça, c'est du sinus θ, et dans le y comme ça, c'est du 1 moins cosinus θ. D'accord? Bien. Donc, on obtient ces valeurs-là ici. Alors, ensuite, je vais faire ma petite astuce ici, ma manœuvre qui m'amène ici. Alors, si elle m'amène ici, bien sûr, c'est que je veux 0 et 0. Et quelle est la valeur de taux qu'il faut que je trouve pour avoir 0? Bien, je cherche à annuler l'ordonnée, le y, la composante y de cette valeur-là. Donc, il me faut que taux sinus taux, puisque ça, c'est la variation que je fais ici en faisant cette petite manœuvre. Donc ça, c'est l'exercice, vous vérifierez ça tranquillement chez vous ce soir. Ça fait taux sinus taux, cette variation. Mais encore une fois, je veux que vous admettiez que c'est un niveau terminal. Hein. Donc taux sinus taux qui doit être égal à ceci. Alors, est-ce qu'il existe toujours? Là aussi, je vous laisse réfléchir. Ce sont des fonctions continues. Taux sinus taux, ça se comporte comme une parabole localement. Donc vous pouvez, étant donné une valeur positive qui vous est donnée ici, il existe toujours un problème d'existence. Soyons propres. Mais taux est défini comme ça. Très bien. Ça va, là, jusqu'à présent? On n'a fait que du petit calcul de trigonométrie. Hein. Voilà. Alors, on continue. Je dis maintenant que le plus court chemin est inférieur à la longueur de cette trajectoire. Alors, quelle est la longueur de cette trajectoire? Ici, c'est la longueur de cet arc, θ. D'accord? Ensuite, la longueur de ça, ben ça, par définition, c'est 4 fois taux 0. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, il me manque cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est tout simplement la valeur absolue de cette abscisse-là que j'ai obtenue. Je mets ici. C'est bon? Oui? Allez, on continue. Alors maintenant, on va y aller un petit peu à la hache.
Alors, on va faire d'abord un petit lemme qui est très, très, très amusant. Parce que très souvent, alors ça, c'est là la petite astuce difficile où vous êtes obligé de donner au candidat une petite indication. C'est lui rappeler, d'habitude, le sinus tau. Oui, oh ben, sinus tau, c'est inférieur à tau, on le sait toujours. Ce qu'on oublie très souvent, c'est que sinus tau est supérieur à un quart de tau. Si tau est relativement petit, pourquoi? Parce que la pente de la tangente, c'est 1. Hein, vous vous souvenez ça? Donc, si vous prenez une droite un petit peu plus, donc vous serez, pour tau petit, hein, il faut qu'il soit suffisamment petit. Donc, c'est là où il y a l'hypothèse que le C doit être relativement proche de l'origine. Vous avez supérieur à ça. Hein, c'est ce qu'il me fallait. Il ne fallait pas inférieur. Bon, alors allons-y. Ce qui fait que tau sin tau, donc je vais pouvoir le majorer par un tau carré ici, va être inférieur à cette valeur-là, puisque c'est la solution de cette équation-là. Ceci, là, j'y vais à la h. Hein, c'est une valeur absolue d'une différence. Je dis que c'est inférieur à la somme des valeurs absolues, donc tout bêtement, et que le 1 moins cosinus θ, niveau terminal, on sait très bien que c'est plus petit que θ2, puisque c'est pondéré par un terme négatif en T3 après. Hein, donc voilà, c'est donc une mathématique vraiment élémentaire, et j'arrive au fait que, eh bien, finalement, le taux, ici, est inférieur, eh bien, j'ai oublié le 2, vous voyez, on peut toujours faire mais si c'est inférieur à 2, c'est aussi inférieur à ça, à 2 fois ça, à la racine carrée de y plus tau. Alors, c'est là qu'apparaît, il faut faire attention, ici, c'est là qu'apparaît l'instant magique de la déhomogénéisation des variables y et θ. Hein, c'est à travers le 1 moins cosinus carré, le y ici est en puissance 1, le θ est en puissance 2. Donc c'est là qu'apparaît le fameux caractère magique des variables qui sont plus homogènes les unes aux autres. Alors reprenons ce terme-là, puisqu'on l'a eu ici, et continuons la démonstration. Donc là, je reprends où on en était. Alors on en était là. Maintenant, faisons-le à la h encore. Hein, θ, on le retrouve ici. Le 4 tau 0, on le retrouve ici. Ici, valeur absolue d'une somme, j'y vais franchement, et c'est inférieur à la somme des valeurs absolues. Je rajoute que le sinus θ est inférieur à θ, et que le 1 moins cos tau, c'est inférieur à 1, puisque cos tau est tout petit. Oui. À ce total-là, peut-être qu'il faut que vous me fassiez confiance, hein, je ne sais pas. Mais voilà où on en est. Donc vous regroupez, ça vous donne bien 2θ, 5 tau 0, plus un x. D'accord? Le 5 tau 0, on a fait un lemme qui nous dit que c'est plus petit que ça, donc vous le remplacez ici. D'accord? Et c'est là que j'ai oublié de mettre le 2, là, tout à l'heure. C'est marrant, j'ai en recopiant pour avoir le 12, il m'en faudra 12 ici. Vous vous souvenez ici, là, c'était 2 facteur 2. C'est 2 facteur 2, d'accord? Donc il y a un 10 ici, si vous voulez, donc c'est plus 10, et ça nous donne bien le 12 facteur de ça. Il faudra que je corrige les transparents. Oui? D'accord? Donc on trouve bien ceci. Alors, quelle a été l'idée? L'idée, c'est très simple, c'est de dire, je construis une manière systématique d'aller à l'origine et je dis que la meilleure solution est meilleure que cette manière systématique. Oui? Et ça me donne la partie droite. Maintenant, allons-y pour la partie gauche. Alors, la partie gauche est un très joli raisonnement que j'ai décliné ici dans cet exemple-là, qui est une astuce, qui repose vraiment sur une astuce qui a été introduite par un mathématicien russe à l'époque, dans les articles que j'ai vus, c'est dans les années 80, donc c'est très contemporain, hein, dans le cas complètement général, qui est développé dans le cadre de la géométrie sous riemannienne et tout, sur des théorèmes généraux des parallélépipèdes ici, que je décline là, c'est là-dessus que j'ai vu. L'astuce consiste à considérer les longueurs comme étant le temps et les longueurs, c'est la même chose. Pour dire que le temps et la longueur, c'est la même chose, il suffit de dire que vous allez à une vitesse de 1 mètre par seconde. Donc 1 mètre égale 1 seconde, si vous voulez. Hein. Donc vous allez voir comment ça marche. Le temps est égal à la longueur. C'est une image, hein, bien sûr. Et donc vous partez donc des contraintes de votre système. Très bien. Alors ce que vous pouvez constater, c'est que sur les deux mouvements qui sont autorisés, c'est-à-dire aller en ligne droite ou faire un arc de cercle ici, eh bien, le x point, il est porté par le cosinus, et le y point, ici, est porté par le sinus. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant, si je regarde la valeur absolue de la dérivée de y, c'est inférieur
au sinus θ, sachant que ma vitesse est égale à 1, hein, est inférieure à la valeur absolue de sinus θ, donc inférieure à θ. Donc ça va, hein, parce que le sinus est inférieur. Bien. Alors maintenant, le raisonnement est le suivant. Regardez. Je prends une trajectoire quelconque, mais admissible, réalisable par la voiture, et j'arrive au bout d'un temps t, j'arrive à un point qui est C de t. Hein, ce C de t. Bien. Très bien. Eh bien, ce C de t là, après donc, une trajectoire de longueur t qui m'amène ici, il a une coordonnée x de t, y de t, θ de t, il dépend du temps, là, tel que je l'ai fait. Bien. Alors, c'est maintenant là qu'on définit les notions d'intégrale. Qu'est-ce que je dis ici? Je dis que y de t, c'est tout simplement la somme de 0 à t de la dérivée de y. J'avais annoncé que j'utiliserais cette propriété, qui est quand même relativement simple. Hein. Donc, y de t en valeur absolue, c'est la valeur absolue de l'intégrale. Et ça, rappelez-vous, c'est surtout, il faut faire attention, c'est inférieur, c'est pas égal à l'intégrale de la valeur absolue, de la dérivée. D'accord? Mais la dérivée, on a vu qu'elle était inférieure à θ de t, ici, à θ de taux, hein, c'est-à-dire la dérivée y point de t est inférieure à θ de t, c'est-à-dire y point de taux est inférieur à θ de taux, en valeur absolue. Et là, on raisonne. θ de taux, par quoi je peux le borner? Alors là, on se remet au volant de la voiture, et la question que je pose, c'est, je vous donne taux seconde, ou taux mètre. Quel est le maximum de variation angulaire que vous pouvez faire? Si vous faites ça, puis ça, vous allez perdre du temps. Enfin, vous n'allez pas faire le maximum de variation angulaire. Le maximum de variation angulaire, c'est tourner les roues à fond, et puis surtout, on ne les touche pas, on essaye au maximum de suivre l'arc de cercle qui est comme ça. Et pendant un temps taux ou une longueur taux, sachant que le rayon de cercle est égal à 1, le maximum de variation angulaire, ça peut être que taux. Voilà, elle est là, l'astuce. Elle est là, c'est-à-dire que θ de taux est inférieur à taux. Et aux joies, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est intégrable. Hein, dans le sens de vous savez l'intégrer. Hein, c'est-à-dire que c'est 1/2 de T2. Point. Bon, donc inférieur à T2. Donc, ça y est, j'y suis. J'ai la racine carrée de y de t qui est inférieure à t. Oui? Et c'est vrai, ça, pour toute trajectoire de longueur t qui m'amène ici. Oui? Donc, c'est vrai pour la plus courte. Oui? Donc, le plus court chemin, la distance de là, est bien supérieure à la racine carrée de y de t. Bon, ça, c'était la partie difficile. Et maintenant, il est bien clair que le plus court chemin, pour aller de là à là, eh bien, il faut au moins faire la variation en x. Hein, et donc, ça va faire que x de t va bien être inférieur au plus court chemin. Et pour la variation en θ, c'est pareil. Vous sommez ces trois inégalités et vous obtenez le fameux tiers ici. C'est fini. Vous avez démontré ça. Simplement, on ne comprend strictement rien à quoi ça peut servir. Ouais, c'était joli. Non, mais c'est fini. Là. Maintenant, les aspects techniques, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux aspects interprétatifs. D'accord? Vous êtes d'accord que c'était une démonstration de niveau terminal? Hein? Terminal un peu chaude, peut-être, mais bon, juste, quoi. Hein? Il y a longtemps. Voilà, bien, allez, maintenant on se détend, on va trouver l'interprétation géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez donc ce que j'insiste sur le fait que les variables ne sont pas homogènes. C'est-à-dire que si vous considériez une métrique qui était comme ça, c'est des métriques qu'on appelle Manhattan. Hein, pourquoi? Parce que si vous regardez les distances de Manhattan par rapport aux distances euclidiennes, les distances euclidiennes, c'est racine carrée de x2 plus y2. C'est-à-dire quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait des ronds. Quand vous jetez un caillou dans Manhattan, essayez de faire un degré d'abstraction, hein, c'est-à-dire vous prenez les isodistances de Manhattan, ça vous fait des espèces de diamants, là, comme ça, des losanges. Oui? Hein? Non? Si? Un chemin comme ça, c'est comme ça que vous vous baladez dans Manhattan, est équivalent à un chemin comme ça en escalier. Ils ont exactement la même longueur. La différence avec les métriques de Manhattan, c'est que le chemin n'est pas unique. Dans le cas euclidien, il est unique. Mais en tous les cas, les deux métriques sont complètement équivalentes, comme toute métrique d'ailleurs dans Rn, mais ici, on peut parfaitement dans un cercle mettre un losange, et dans le losange mettre un cercle.
Ici, ça dit à peu près la même chose, à part que le losange, il a 7 têtes. Si on passe en 3 dimensions ici, j'ai passé Manhattan en 3 dimensions parce qu'il y a un peu d'angle. Toutes les distances là sont homogènes, c'est-à-dire je prends epsilon, 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 c'est un cube. Ici, ce n'est pas un cube que j'ai, parce que si je veux faire l'analogie, les variables n'étant pas homogènes à cause de ce racine carrée de y, si au lieu de considérer un cube epsilon, 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 ici, si je considère une longueur de chemin donnée, quel est l'espace accessible? Ici, pour une métrique comme ça serait à peu près tous les points du cube en approximation, mais ici, ça sera tous les points de ce parallélépipède. Vous aurez bien epsilon, epsilon comme ça, mais sur la variable y, ça sera epsilon carré. Vous voyez, ça, c'est des conséquences directes de la racine que vous avez là. On a l'intuition un petit peu géométrique de ça? Alors, je vous la montrerai tout à l'heure un peu plus précisément. Mais ça, c'est la conséquence directe de ce théorème-là. La forme, ce théorème dit que la distance à l'origine est bien approximée par ce parallélépipède et pas par un parallélépipède comme ça. D'accord? Alors maintenant, allons-y. On veut garer notre véhicule. On a ça comme élément structurant de l'espace, si vous voulez. Hein, c'est la structure, c'est-à-dire, partant de là, vous pouvez, en une seule manœuvre, aller où vous voulez à l'intérieur de ce cube. Vous ne pouvez pas aller très loin, hein, vous ne pouvez pas en sortir, mais vous pouvez faire ça. Alors, le problème du parking, ici, hein, donc je l'ai illustré vu de dessus. Ce que vous voulez faire, c'est passer ce cube rouge ici. D'accord? C'est ça que vous voulez faire. Ça, c'est un mouvement qui est interdit. Hein? Mais que dit le théorème là, c'est que si vous savez faire ça, si vous savez retirer votre voiture comme ça, vous pouvez vous mettre au volant. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il faut que la diagonale ici passe. Ce n'est pas vrai. Hein, il suffit que cette longueur-là passe. Hein. Encore une fois, si vous savez tirer une voiture comme ça, vous pouvez vous mettre au volant. Ça va vous coûter pas mal de manœuvres. C'est ce qu'on est en train d'étudier. D'accord ? Alors, donc, les données du problème, c'est ça. Vous avez epsilon de part et d'autre de chaque pare-choc, et vous voulez progresser dans cette direction d'une longueur L. Oui? Eh bien, dans l'espace que vous avez ici, j'ai repris donc ce petit parallélépipède, il a cette forme-là. Vous avez epsilon qui est comme ça, et vous devez descendre de L. Et la question que je vous ai posée, finalement, il y a une manœuvre dans chacun des trucs. Combien il vous faut de pavés comme ça, en fonction de epsilon qui est reporté sur l'abscisse ici, qui dépend de l'espace libre? Combien il vous faut de pavés comme ça? Eh bien, il vous en faut 1, 2, 3, 4, etc. Il vous en faut exactement L sur epsilon carré. Oui ou non? C'est bon? Eh bien, on l'a. Le nombre de manœuvres pour garer sa voiture varie comme l'inverse du carré de l'espace libre. Oui? C'est bon? Pardon? C'est à une constante près. Une constante près. C'est la variation qualitativement. Oui, tout à fait. Hein? Non, mais... non, il y en a qui... Hein? Je vois qu'il y en a encore qui sont un petit peu dubitatifs. Voilà, on a démontré ça. Alors, bon, et alors, mettons-le en œuvre. Alors, le mettre en œuvre, ça, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'après, il va falloir trouver des algorithmes. Ça, je ne vais pas rentrer dedans. Hein. Mais voilà, la voiture qui est en train de se garer, on a pu trouver des algorithmes ici, vous voyez, bon, qui permettent de faire raisonnablement ça. Bien, alors, encore une fois, l'enjeu, c'était et je voudrais que vous l'admettiez, j'insiste beaucoup, que le niveau de mathématiques est un niveau quand même très, très élémentaire. Alors, on va essayer de généraliser, c'est-à-dire un peu plus de géométrie différentielle. Qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Alors voilà, là, on devient plus savant, c'est-à-dire on passe à l'université et on commence à prendre des certificats de mathématiques pures, et on apprend ce que c'est qu'un champ de vecteurs. Ben, c'est ni plus ni moins, là, c'est ces objets sur lesquels on a travaillé, et on est confronté au fameux crochet de Lie de champ de vecteurs. Alors, on était parti de là. En gros, ce qui nous empêchait d'aller partout de manière complètement naturelle, c'est qu'on avait des directions de mouvement qui étaient interdites. D'accord, celles-ci. Et ce qu'on s'est amusé à faire, c'est introduire une manœuvre, une certaine manœuvre ici, qui nous permettait de progresser
dans cette direction. Eh bien, cette manœuvre, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle, alors c'est bien sûr quand la longueur ici, tau, qu'on a considérée tend vers 0, ce point-là va tendre vers l'origine d'une certaine manière, et qui est précisément la manière, si on dérive ici, on trouvera le mouvement qui était interdit, c'est-à-dire ce fameux champ de vecteurs ici, et c'est ce qu'on appelle le crochet. Ici, ce sont des crochets, au sens des crochets de Lie qu'on utilise en mathématiques. Le crochet de Lie de ces deux champs de vecteurs vous donne précisément la dimension qui était interdite. Donc, vous voyez, au départ, vous aviez que le volant et l'accélérateur, mais vous avez su introduire un troisième moteur qui est basé sur cette manœuvre-là. Mathématiquement, ça s'appelle le crochet de Lie de champ de vecteurs. Alors, on s'est amusé à ajouter des remorques. Alors, si on ajoute des remorques, on n'ajoute pas des moteurs. Donc, on sent bien qu'un seul crochet, ça ne va pas nous suffire. Eh bien, dans ces cas-là, vous ferez des crochets de crochets. Vous voyez ? Vous avez un premier crochet qui est ici et qui est crocheté avec un champ de vecteurs qui est là. Vous faites tous les calculs et vous verrez, vous trouverez ça. Bon, donc ça, c'est mathématiquement, on sait faire. Vous trouvez ça. Hein, et ça va vous permettre de faire varier l'angle de la remorque. Et vous avez ce résultat-là, alors là que je ne démontre pas, mais qui est l'extension naturelle du sens profond des métriques qu'on a étudiées, c'est que le nombre de manœuvres pour garer sa voiture avec sa remorque varie comme l'inverse du cube de l'espace libre. Pourquoi du cube ? Parce qu'il vous a fallu ici un crochet de longueur 3. De longueur 3. Ce 3 vous donne le cube de la complexité de la métrique qui vous permet d'évaluer le nombre de manœuvres pour garer votre véhicule. D'accord ? Alors, la chance qu'on a eue, ça a été ça, c'est que là, je vous ai donné une forme approchée de la métrique. On a eu le bonheur de calculer la forme exacte. C'est-à-dire ici, vous voyez, c'est la vraie valeur de la distance. Alors, cet objet-là, vous voyez bien qu'il ressemble à un rectangle, un petit peu comme j'ai mis à un parallélépipède, mais il a une forme très, très particulière. C'est un des rares exemples, c'est relativement unique, où on a pu faire la synthèse, c'est-à-dire le calcul exact de cette forme-là. C'était la thèse d'un de mes étudiants, Philippe Souer, maintenant qui est directeur de recherche au CNRS. Il a calculé exactement cette forme-là. Donc j'ai l'habitude de dire, quand vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait des ronds. Alors maintenant, on est dans un espace à 3 dimensions, et je vous pose la question, quand vous jetez une voiture dans l'eau, ça fait quoi ? Dans le même sens, hein, vous voyez, dans le sens du flot, de la propagation qu'il y a. Bien, voilà ces formes merveilleuses ici que je vous ai mis dans d'autres contextes. Voilà ces boules. Hein, ce sont des boules, mais qui ne sont pas sphériques, hein, qui ont des têtes, qui sont exactement les têtes de la métrique non holonome dans le cas de la voiture. D'accord ? Voilà, alors c'est, encore une fois, voilà de très belles mathématiques. On n'est pas dans les mathématiques appliquées ici, hein, on est dans de la géométrie différentielle. Mais ce sont ces éléments-là, la connaissance de ces structures, qui ont permis de répondre à la question de début qui était naïve et très simple. C'est combien de manœuvres ? Mais la réponse à ça passe par ce type de mathématiques. Alors on peut être aussi effectif parce qu'on est roboticien, et donc on applique ça ensuite avec des chariots à remorque. D'accord ? Alors donc là je passe. Je n'ai pas dit comment il fallait faire. Hein. Faire est une autre histoire. Mais disons qu'avec ces mathématiques-là, on a continué à creuser, on a pu faire des algorithmes. Alors ici, c'est le projet Praxitel de l'INARIA, hein, où ça a été implanté sur des véhicules réels. Et nous, au LAS, on a fait ça donc, sur notre petit robot Hilar, qui avait une remorque, et vous voyez qu'il se gare dans des endroits vraiment extrêmement confinés. Bien, alors je vais pouvoir... essayer de faire un rapprochement, on va avoir droit finalement à deux récréations. La première, c'est que je ne résiste pas, puisque j'ai un tout petit peu de temps encore, avant de passer la parole à Nicolas Franceschini, j'ai été un petit peu vite, à vous montrer la vraie boule. La voici. Alors on va essayer de comprendre. Vous avez ici les axes X, l'axe rouge, l'axe Y, c'est l'axe vert, et l'axe θ, c'est l'axe bleu. Alors, on va faire varier le rayon de la boule. Donc voilà comment la boule... Encore une fois, c'est quand vous jetez une voiture dans l'eau. Hein.
Donc vous partez, ça commence par rien du tout, je reviendrai quand c'est tout petit. Voilà comment grandissent les cercles, le front d'onde. Le front d'onde. Je suis en train de vous donner 1 seconde de plus, 2 secondes de plus, 3 secondes de plus, 4 secondes de plus. Et ce que vous voyez là, c'est l'espace d'accessibilité. D'accord? Ici, voilà. Regardez ça, si c'est beau. Cette structure-là. Et vous voyez que là, je vous mets, venant vers vous, c'est θ. C'est-à-dire, c'est une projection ici de cette boule qui, au début, est très plate. Hein, souvenez-vous, là, je diminue le rayon en gardant ça. Voilà, donc elle est relativement plate, j'y reviendrai. J'augmente le rayon, et vers quoi elle converge? Elle converge vers un cercle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je pars d'ici pour aller dans cette direction à 50 cm, il me faudra une trajectoire beaucoup plus longue que pour faire les 50 cm comme ça. C'est normal, puisque je vais faire une manœuvre qui est comme ça. Donc je prendrai beaucoup plus que 50 cm. Donc c'est normal qu'on ait cette forme aplatie. Mais si maintenant je vous donne 1000 km, si je veux rentrer à Toulouse, ben, c'est clair que partant d'ici, que je parte de cette direction ou de celle-ci, ça revient au même. Donc ça va converger vers une métrique euclidienne. Donc c'est normal que ça converge vers un cercle. C'est complètement normal que ça converge vers un cercle. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui se passe à l'origine. Et ce qui se passe à l'origine, alors regardez, ça c'est magnifique. Pourquoi? Parce que vous avez, ne l'oubliez pas, vous avez un objet en 3 dimensions ici. Hein, à l'intérieur de cet objet, vous pouvez mettre un petit poids et vous pouvez mettre cet objet dans un ballon de foot, dans une orange. D'accord? C'est ça que dit l'équivalence des métriques qu'on a démontré. Bien, si vous diminuez le rayon, vous voyez, ça tend à s'aplatir. Alors là, il y a une très belle image, là où c'est la puissance des mathématiques vraiment qui rend ça, ça tend à s'aplatir. Ça veut dire quoi? Vous avez un espace, une variété qui est de dimension 3, hein, x, y et θ. Dimension 3, je ne peux pas vous les montrer, là je fais comme si c'était une surface, mais c'est une surface de dimension 3. Vous avez sur cette surface de dimension 3 en un point l'espace tangent, c'est-à-dire les vitesses où vous pouvez aller. Dans ces vitesses, vous vous attendriez à en avoir 3 de possibles. Mais non, vous n'en avez que 2. Vous n'en avez que 2. L'espace accessible est toujours de dimension 3, mais l'espace des vitesses autorisées n'est que 2. Et en fait, quand vous diminuez le rayon de la boule de l'espace accessible, vous êtes en train localement d'approcher l'espace des vitesses autorisées qui, lui, n'est que de dimension 2. Donc, vous avez ici, avec ce phénomène de platitude qui est dû à l'epsilon carré, qui va décroître beaucoup plus vite vers 0 que le epsilon. Hein, 0,1 au carré, ça fait 0,01, donc ça va beaucoup plus vite vers 0. Eh bien, cet objet de dimension 3, il va bien tendre vers 0, il va rester de dimension 3, mais il va tendre vers 0 asymptotiquement comme sur une feuille de papier. La feuille de papier étant l'espace de dimension 2 des vitesses autorisées tangentes. Oui? Voilà. Alors c'est en ce sens-là que c'est très beau. Il n'y a pas beaucoup d'autres exemples hein, en maths où on ait pu faire la synthèse complète de ce type d'objet. Bien, alors, il me reste juste suffisamment de temps pour faire ce que j'ai promis, c'est-à-dire revenir sur le chat qui tombe. Alors, en quoi le chat qui tombe est à voir avec les systèmes non holonomes. En fait, ce qu'on a compris, alors ça a été démontré par des collègues Shankar Sastry et Zeshan Gli à l'Université de Californie à Berkeley dans les années 90 quand on travaillait là-dessus, avec un modèle simplifié du corps du chat qu'on modélise par un système articulé, hein, en appliquant des lois de la mécanique qui sont sur les conservations des moments, etc., eh bien, il apparaît effectivement que le chat, pour retomber sur ses pattes, fait des crochets de lit dans son petit cerveau qui lui permet de se repositionner dans l'espace. Alors, au XIXe siècle, ce n'était pas encore très bien connu, et donc Étienne Jules Marais présentait ça à l'Académie, et voici donc le compte-rendu qu'en a fait Alphonse Allais.
Donc c'est le compte-rendu, alors je ne sais plus de quelle date, c'était en 1895. On ne s'embête pas à l'Académie des sciences. Je vous donne en mille à quoi ces bougres-là passent leur temps au lieu de travailler. D'ailleurs, lisez vous-même. J'aime autant ça parce que vous me traiteriez encore de blagueur. L'extrait suivant est soigneusement découpé dans le journal officiel du 25 octobre et je n'y change pas un traître mot. Académie des sciences, présidence de M. Maret, vice-président, séance du 22 octobre. M. Maret place sous les yeux de l'Académie une série d'images chronophotographiques, 60 à la minute, représentant les diverses positions que prend un chat lorsque, placé sur le dos, on le laisse tomber d'une hauteur de 1,50 m sur le sol. Le chat se retourne pendant la chute et retombe sur ses quatre pattes. Comment s'effectue cette rotation ? Au point de vue mécanique, quand un corps inerte tombe et qu'aucune force extérieure n'agit, il est impossible qu'il change d'orientation en route. Et cependant, le chat retombe sur ses pattes. Il est vrai que ce n'est pas un corps inerte. Cependant, M. Maret soumet le cas à ses confrères de la section de mécanique. Monsieur le commandant Guyon explique la rotation du chat par un changement du moment d'inertie dû au déplacement de ses membres pendant la chute. Ce commandant-là était dans le vrai, hein, mais bon. Mais M. Bertrand dit c'est peut-être cela parce que l'animal n'est pas un corps inerte, mais c'est à revoir. M. Marcel Després, il y a impossibilité mécanique à ce mouvement spontané, un corps qui tombe ne peut pas se retourner en chemin sans une force adjuvante. Peut-être l'intestin du chat, en se déplaçant, joue-t-il un rôle. Messieurs Lewis, Maurice Lévy et Bertrand sont d'avis que c'est le chat lui-même qui prend un point d'appui sur la main qui le lâche dans l'espace et imprime à son corps un mouvement de rotation. Il y a en jeu une force initiale. Monsieur Maret, on ne s'en aperçoit pas sur les figures. Au premier temps de la chute, les positions du chat n'indiquent aucun commencement de rotation. Monsieur Marcel Després en revient au déplacement des intestins qui crée une variation du moment d'inertie. Est-ce que vous savez ce qui se passe à l'intérieur de l'animal, dit-il à Monsieur Maret. On rit. Et il est entendu que le problème vaut la peine d'être élucidé pour se mettre en garde contre une impulsion primitive du chat contre la main de l'opérateur. On prie M. Maret de recommencer l'étude chronophotographique en supprimant l'intermédiaire des mains. On attachera le chat avec une ficelle que l'on coupera et on verra bien s'il retombe sur ses pattes. Eh bien, et la Société protectrice des animaux ? Je n'assistais pas à cette séance, donc reprend Alphonse Allais, et je le regrette, car ce devait être follement cocasse de contempler tous ces vieux types se demandant gravement comment les chats font pour retomber sur leurs pattes quand on les laisse choir de 1,50 m. Puisque nous nous occupons un peu de mécanique, je me permettrai de soumettre à M. Maret et d'autres savants une question qui relève de leurs compétences. Quand l'Académie des sciences en aura fini avec la palpitante question du chat qui tombe, oh, n'insultez jamais un chat qui tombe, hein. Je lui serai vivement reconnaissant de l'étudier. Voilà, voilà le petit extrait d'Alphonse Allais qui est quand même assez délicieux, mais qui montre par là même quel est le type de questionnement qu'on fait sous forme humoristique sont des questions qui sont emblématiques de cette synergie qu'on essaye de mener entre des recherches en pure ingénierie et des recherches de compréhension de phénomènes naturels qui sont comme ça. Voilà. Alors, avant de conclure, je voudrais annoncer le cours prochain, la séance prochaine. Donc, sera encore sur le mouvement. Moi, je vous ferai un cours sur la planification de mouvement, les approches déterministes. Et Jean-Claude Latombe, donc, qui est professeur à l'université de Stanford, apportera des lumières complémentaires donc, sur les approches qui sont des approches probabilistes. Je vous remercie de votre attention.